peuvent être largement regroupées en seulement 4 époques de développement: le paléolithique, domestication précoce des plantes et des animaux; l'Antiquité, environ 2000 ans avant Jésus-Christ ou bien avant notre ère, au cours desquels des systèmes agricoles plus efficaces ont été développés; l'ère moderne, environ 1700 à 1900, lorsque la mécanisation et les engrais ont émergé; et la révolution verte vers les années 30 et 60, lorsque la génétique et les transformations et les pratiques de fertilisation se sont développées. Les ingrédients d'une 5e révolution agricole sont là, avec le potentiel disruptif des innovations pour réduire ou éliminer les problèmes auxquels l'agriculture et l'agro-industrie font face. Comme pour les autres secteurs, l'innovation technologique joue un rôle très important pour le fonctionnement du secteur agricole, qui représente quelques 7,8 billions de dollars comme business, et il est responsable de l'alimentation de toute la planète et emploie plus de 40% de la population mondiale. Cela dit, le rythme de l'innovation n'a pas suivi le même rythme que les autres secteurs. L'agriculture reste toujours moins numérisée selon une étude de McKinsey par rapport aux autres secteurs. Le secteur agroalimentaire d'aujourd'hui est également largement inefficace, puisque, à titre d'exemple, il faut avoir 7 tonnes d'aliments pour produire 1 tonne de viande, ou bien 888 mètres cubes d'eau pour produire 1 mètre cube de lait. Une population mondiale croissante qui devrait atteindre plus de 9 milliards d'ici 2050, qu'il va falloir nourrir, bien sûr, et les changements climatiques et les réchauffements climatiques avec la dégradation de l'environnement, les demandes, je dirais, changeantes des consommateurs par rapport à leurs habitudes et leurs exigences, les ressources naturelles qui sont limitées, les problèmes de santé des consommateurs et des maladies chroniques, les besoins d'innovation en technologie agroalimentaire est de plus en plus grand. Cela crée également des opportunités et de nouvelles efficiences à différents points de la chaîne d'approvisionnement. De manière générale, les innovations disruptives dans le domaine agroalimentaire visent principalement à résoudre les défis suivants, qui sont le gaspillage alimentaire, l'émission du CO2, les résidus chimiques, la sécheresse, les pénuries de main-d'œuvre, la santé et la consommation excessive des sucres, les chaînes d'approvisionnement qui sont opaques et inefficaces, des fois, avec une sécurité alimentaire qui laisse à désirer dans certains pays par manque de traçabilité et d'efficacité, de rentabilité des exploitations et de production des viandes non durables. Les innovations disruptives s'appuient essentiellement sur 8 technologies selon PwC, une étude qu'ils ont publiée en 2016, qui ont chacune le potentiel de transformer l'agriculture. Ils ont des outils techniques spécifiques aux nouvelles façons de voir le système existant. On peut citer parmi ces 8 l'impression 3D, les robots, les drones, les capteurs, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la blockchain, cette dernière qui permet de disposer d'une source solide d'informations fiables sur les aliments, y compris l'endroit où ils ont été cultivés, comment ils ont été transformés, stockés, transportés, et qui contrôle chaque étape du voyage de la marchandise ou bien de la production. Cette traçabilité constitue un grand défi de nos jours, avec une chaîne alimentaire de plus en plus mondialisée et des exigences de conformité de plus en plus complexes. La chaîne de l'information est encore plus importante que jamais. Le blockchain est essentiellement un registre électronique incorruptible qui peut suivre chaque transaction du parcours d'un produit alimentaire à travers la chaîne alimentaire.
Avec cette mise en contexte, j'ai essayé d'aller plus vite pour laisser la parole à mes collègues de donner leur témoignage et je reviendrai par la suite sur les réalisations d'un certain nombre d'innovations en Afrique et notamment au Maroc grâce aux partenaires de cet événement qui sont l'OCP, le ministère de l'Agriculture et d'autres. Merci Charlotte, à vous la parole. Merci infiniment, Monsieur Laloud, pour cette excellente présentation contextuelle de notre potentiel disruptif en matière d'innovation appliquée à notre agriculture. Nous allons maintenant du côté de Yaoundé au Cameroun avec Monsieur Bertrand Fofé, qui est l'un des pionniers en fait de cette révolution agrodigitale et qui a bien su mettre en lumière ce potentiel disruptif de l'innovation, donc au service des divers acteurs du secteur du côté du Cameroun. Bonjour, Monsieur Bertrand Fofé, et merci d'être parmi nous. Monsieur Fofé, votre micro, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour, merci de faire partie des nôtres ce midi. Alors, Djangolo aujourd'hui se définit comme étant… D'accord. Djangolo aujourd'hui se définit comme étant le moteur de recherche par excellence pour l'agriculture en Afrique, comme étant le Google de cette Afrique. Pouvez-vous nous dire de manière assez brève en quoi consiste aujourd'hui cet excellent instrument qui nous permet justement de mieux explorer ce domaine du côté de l'Afrique centrale? Tout à fait. Donc, on va dire que Djangolo, en fait, vient apporter une contribution justement dans le développement et la digitalisation de l'agriculture en Afrique. Alors, notamment dans le domaine de l'information, parce que tel que l'a présenté M. Laloud tout à l'heure, il est question en fait on a de multiples domaines, de multiples secteurs qui d'une façon ou d'une autre, influence justement l'agriculture, bien l'agribusiness de façon générale, la robotique, les capteurs, les drones ou la blockchain encore. Mais à la base, en fait, nous avons décidé en fait, dans le cadre de Djangolo, de s'attaquer au problème de l'accès à l'information. Parce qu'il faut rappeler que je crois que nous savons tous ici à peu près les pertes post-récolte. Nous sommes au courant en fait de la gravité des pertes post-récolte en Afrique de façon générale. Et nous avons décidé en fait de créer une plateforme qui est en effet un écosystème qui va donc permettre en fait à tous les acteurs des différentes chaînes de valeur agro-business de pouvoir facilement se retrouver et donc de pouvoir facilement avoir accès à l'information stratégique qui permet soit d'avoir des fournisseurs ou alors d'avoir des clients plus rapidement possible. Donc, le moteur de recherche est mis en ligne en fait depuis, l'entreprise existe depuis, nous sommes une start-up, nous existons depuis 2016 et puis le moteur de recherche est effectif 2020, depuis janvier 2020. Je vais me limiter à ça pour ne pas un peu plus. Tout à fait. Oui, Monsieur Fofé. Oui, Monsieur Fofé, vous m'entendez? Monsieur Fofé? Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord, donc nous reviendrons sur cette belle innovation. Voilà, nous reviendrons sur cette belle innovation. Alors, mais avant cela, je voudrais juste vous poser la question de savoir si aujourd'hui vous développez des synergies collaboratives avec le Maghreb, notamment le Maroc, qui est aujourd'hui l'un des pionniers en ce qui concerne justement le déploiement de ce potentiel disruptif de l'innovation pour le secteur agricole et agroalimentaire en Afrique subsaharienne. Alors, pour le moment, non, nous n'avons plus, je veux dire, pas de partenariat typiquement stratégique. Par contre, nous avons créé la plateforme pour pouvoir permettre aux producteurs locaux de pouvoir écouler leur production, non seulement dans le pays, mais aussi dans la… Et je crois que jusqu'ici, la seule relation que nous avons eue avec le Maroc, c'était des relations en fait d'achat, on va dire,
d'exportateurs au Cameroun qui est exporté en fait vers le Maroc. CP et tout ce que j'ai pu apprendre ces derniers mois, très bien. Alors, avec les conférences justement, c'est définitivement un aspect qu'on doit prendre, qu'on doit mettre près des partenaires solides. d'accord, très bien. Nous allons maintenant du côté de Monsieur Théophile Kouassi, donc de Sancfils, donc au niveau de la Côte d'Ivoire, pardon, donc une structure qui a développé une solution agrodigitale, aujourd'hui largement utilisée par les grands groupes du secteur, une solution qui permet de toucher et d'améliorer l'ensemble des diverses chaînes de valeur pour plusieurs spéculations. Bonjour, Monsieur Kouassi, et merci d'être parmi nous. Oui, bonjour Charlotte. Merci Monsieur à Kouassi, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Voilà. En quelques mots, alors vous êtes l'un des pionniers en fait de l'innovation agrodigitale et vous déployez de manière ô combien formidable ce potentiel du côté de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest en général et même aussi de l'Afrique centrale. Pouvez-vous nous parler de cette solution qui est la vôtre aujourd'hui et qui vous permet justement d'agir sur le terrain de manière concrète? OK. Merci pour l'occasion que Conférence nous donne de pouvoir présenter notre solution aujourd'hui à ce webinaire. Je reviens un peu sur la fin de l'introduction de M. Lalou, comme il a dit, au niveau du blockchain, en parlant surtout de traçabilité. Aujourd'hui, notre solution qui se prénomme FAMFOS, qui a pour vision aujourd'hui de construire, si vous voulez, tout ce qui est confiance et transparence entre les agriculteurs ou les producteurs, que ce soit au niveau des fermes, d'élevage ou des cultures industrielles, est aujourd'hui une solution numérique qui vient pour garantir, si vous voulez, un approvisionnement durable, une meilleure qualité de vie des agriculteurs, mais aussi de la protection de l'environnement. Donc, c'est une solution web et mobile qui a été créée depuis 2012, qui s'appuie sur une expérience de plus de 5 ans en termes d'entité non commerciale et qui a été vraiment vue comme entité commerciale en 2017. Donc, aujourd'hui, qui est utilisée par près de 565 000 producteurs et qui est dans plusieurs langues à travers 40 cultures et active dans près de 33 pays. Donc, c'est une solution qui gère la chaîne d'approvisionnement depuis le bord champ, c'est-à-dire depuis la ferme de l'agriculteur jusqu'à l'exportation du produit ou de la production agricole. Donc, c'est une solution qui met aussi en valeur le producteur, c'est-à-dire qui lui permet aujourd'hui d'avoir une idée claire sur ses prévisions de rendement, d'avoir des produits qui sont de qualité et aussi d'avoir un meilleur coût de vente à travers ces attributs-là. Donc, c'est une solution aujourd'hui qui est éprouvée sur pratiquement le continent africain, surtout l'Afrique subsaharienne, qui est éprouvée aussi sur le continent asiatique, qui est éprouvée sur le continent sud-américain. Donc, c'est une solution aujourd'hui qui fait pas mal de miracles dans le domaine agricole. D'accord. Très bien, merci, monsieur Kouassi. Voilà, alors juste une question. Aujourd'hui, les solutions que vous proposez, elles sont destinées uniquement aux grands groupes ou vous avez des solutions alternatives pour les PME et pour les coopératives agricoles? Oui, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la solution en elle-même, elle est multistrate, c'est-à-dire aujourd'hui, elle peut être destinée aux grands groupes, comme en l'occurrence, par exemple, Cargill et Nestlé et consorts, et aussi, elle est destinée aussi aux groupements d'agriculteurs comme des coopératives ou des mouvements de femmes agricoles. Donc, selon le besoin, nous, aujourd'hui, on est capable de pouvoir donner une solution aboutie à chaque entité. Donc, elle n'est pas seulement destinée aux grands groupes, mais aussi aux coopératives et aux groupements d'agriculteurs.
D'accord. Et quel est en matière d'impact aujourd'hui par rapport justement aux défis qui sont les nôtres en matière de réduction de la pénibilité, notamment pour les petits producteurs, et en matière également même de productivité pour les divers acteurs? Quel est le bilan que vous pouvez faire au bout de… Je pense que votre solution existe depuis 2012. En termes de bilan. Donc, aujourd'hui, déjà, il faut savoir que nous, aujourd'hui, les résultats qu'on a eus suite aux précédents clients, que ce soit les coopératives ou des grands groupes agro-industriels, on a la précision sur les prévisions de rendement qui a doublé. On a aussi la gestion, par exemple, en temps réel des KPI pour le personnel terrain, c'est-à-dire la localisation des champs, l'identification même des producteurs, les mesures d'accompagnement au niveau des producteurs. On a réduit aussi à près de 10 fois plus tout ce qui est instabilité au niveau de la traçabilité. Donc aujourd'hui, la traçabilité des agriculteurs, elle s'est faite 10 fois plus précisément. On a réduit aussi les efforts de terrain qui aujourd'hui, on a une estimation de près de 40% de réduction de ces efforts-là, que ce soit au niveau des terres qui sont labourées, tout ce qui est accompagnement des bonnes pratiques agricoles. Donc, il y a aussi, par exemple, dans les pays d'Afrique subsaharienne, ces agriculteurs fantômes qui existent pour pouvoir écouler des produits d'autres agriculteurs, qui a été aussi annihilé à près de 40%. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet, par exemple, à l'agriculteur de pouvoir avoir accès au marché, comme le monsieur de Djangolo l'a dit. Pour avoir accès à un marché facile, il faut avoir des produits de qualité aussi pour pouvoir le vendre. Donc aujourd'hui, c'est des bénéfices qui nous ont été rapportés, que ce soit par nos clients, par les agriculteurs et aussi par des coopératives. Merci infiniment, Monsieur Kouassi. Nous vous revenons tout à l'heure. Parler justement de ce potentiel disruptif de l'innovation dans le domaine agricole et agrodigital, c'est forcément parler de la nécessaire mécanisation du secteur. Et pour cela, nous avons avec nous Monsieur Secker. Monsieur Secker, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Secker. Alors, en quelques mots, pouvez-vous nous faire part des diverses solutions que vous proposez justement pour un meilleur déploiement de ce potentiel, aussi bien au niveau du Maghreb qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest? Je pense que vous n'êtes pas encore présent au niveau de l'Afrique centrale, mais vous avez des projets. Pouvez-vous nous présenter votre offre aujourd'hui, donc de manière, du moins, l'offre que nous trouvons de manière opérationnelle et qui vient de votre structure? Bien sûr. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation et puis merci de me donner l'opportunité d'intervenir lors de ce webinaire. C'est vrai que j'ai écouté avec attention la présentation, la discussion, on va dire l'introduction de Monsieur Lalou, mais également les autres panélistes. Et c'est vrai que on parle bien évidemment d'innovation sur l'agriculture et souvent cela revient aussi pour le sujet de la machine ou de la mécanisation revient assez régulièrement. Et c'est pour cela qu'on a voulu prendre cette opportunité, en tout cas avoir cette opportunité de discuter avec vous. Donc moi je m'appelle Yacine Secker, je suis business manager pour le groupe New Holland Agriculture pour l'Afrique francophone. Je suis basé à Casablanca. Donc aujourd'hui, je gère les opérations pour plus de 27 pays. On va dire qu'on a une grosse région qui commence en Tunisie, qui se termine au Congo. On a quasiment 500 millions d'habitants sur la zone et bien évidemment, ce qui est aujourd'hui la priorité, c'est de pouvoir nourrir toutes ces personnes-là. On connaît tous les différents rapports des Nations Unies qui sont publiés ces dernières années. On estime une population mondiale à plus de 9 milliards d'habitants à l'horizon 2050. Mais en même temps, on a un défi climatique qui est important, on a moins de ressources, on a un stress hydrique qui est très important. Et moi, je suis basé au Maroc. Alors, cette année, ça va mieux, mais on vient de passer 2 années qui ont vraiment été très difficiles mais on se rend compte à quel point la partie ressources est importante. Donc, pour nous, comme pour tous les acteurs, je pense qu'il va être important de pouvoir faire plus, mais avec moins, tout en essayant de ne pas gaspiller les ressources. Et c'est un petit peu avec cette philosophie que New Holland se présente comme le leader de l'énergie propre. Et pour cela, je voudrais présenter brièvement 2 solutions que nous avons mises en place. Une pour le Maghreb,
plutôt sur l'arboriculture et une, on va dire, sur l'Afrique de l'Ouest. Et puis, je vous toucherai un mot sur ce que l'on fait par ailleurs, avec notamment comment créer une économie circulaire, un cercle vertueux en utilisant les déchets, on va dire, organiques et les déchets végétaux qu'on peut trouver dans les exploitations. Donc, en premier lieu, on parlait tout à l'heure de pénibilité et c'est vrai que, notamment dans l'arboriculture, il est souvent très délicat de pouvoir récolter les fruits en temps et en heure. Et puis, il y a aussi un problème humain qui se pose. Et c'est vrai qu'une innovation qui a été amorcée dans les années 80 concerne les plantations d'olives pour faire notamment l'huile d'olive. Et cette révolution agronomique, elle s'est faite en fait avec une idée assez simple, c'est d'augmenter la densité de plantation, de nombre d'arbres par hectare. Et c'est une méthode qui s'appelle la super haute densité ou plantation en haute densité. Et l'avantage d'une telle technique, c'est-à-dire qu'on a des rangs qui sont plus, la distance entre les arbres sur chaque rang est plus resserrée, ce qui permet d'avoir une haie d'arbres. Et l'avantage de cette technique, c'est que ça permet une récolte mécanique à 100%. Et c'est vrai que bon, ça tombe à point nommé. On vient de lancer avec un magazine ici, donc on est sur la couverture de ce magazine avec cette machine qui s'appelle la New Holland Grow 9090X. Et globalement, ce que l'on arrive à faire avec ce type d'innovation, c'est avec un seul chauffeur et une seule machine, on arrive à remplacer environ 200 personnes sur de la récolte. On peut récolter en moyenne 80 tonnes d'olives en une seule journée. Et quand on connaît notamment les contraintes de la récolte sur ce type de produit, la récolte est relativement assez courte. On a environ 6 à 8 semaines pour faire ça. Et c'est vrai que le Maroc, pour nous, est un pays important sur ce niveau parce que c'est un pays historique en termes de production d'olives et d'huile d'olive. Et c'est vrai que ce type de méthode, avec une récolte mécanisée, avec simplement un seul chauffeur qui peut travailler en une seule journée et récolter plus de 80 tonnes d'olives, pour être honnête, ça crée une réelle rupture en termes de mentalité. Donc, ça, c'est ce que on a commencé à faire, mais c'est aussi le cas en Tunisie, dans d'autres pays aussi du monde, notamment l'Espagne, le Portugal, sont on va dire, les instigateurs de ce type de technique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'avec une innovation qui va être beaucoup plus mécanique, on a la possibilité d'avoir un impact réel sur ce type de culture. Donc, globalement, aujourd'hui, c'est surtout pour le Maghreb. Concernant l'Afrique de l'Ouest et on va dire l'Afrique centrale, ce n'est pas l'huile d'olive qui est, on va dire, une denrée importante, mais c'est clairement les céréales et notamment le riz. Je vois qu'on a des participants de Côte d'Ivoire et du Cameroun, c'est des sujets importants. Je me souviens, j'ai participé à une conférence, le ministre de l'Agriculture du Ghana invoquait le chiffre d'importation d'1 milliard de dollars par an en riz uniquement pour le Ghana. Donc aujourd'hui, il y a une réelle politique qui est mise en place par les gouvernements, que ce soit le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, bien sûr le Ghana, le Nigeria, pour pouvoir produire ce riz sur place. Mais bien évidemment, ça passe aussi par la mécanisation. Et c'est là où on a toute une gamme d'engins de récolte qui sont certes innovants, mais qui ne vont pas contenir des innovations qu'on va utiliser par ailleurs dans d'autres pays, on va dire, plus avancés technologiquement, mais qui vont quand même permettre d'éviter la pénibilité de la récolte et surtout la perte. Vous savez, lorsque l'on récolte les céréales à la main, le pourcentage de perte est très important, ou si la machine n'est pas bien réglée, c'est aussi important. Cette année, le Maroc, on espère avoir une bonne récolte de blé ici. Le parc est un petit peu vieillissant. Je pense qu'aussi, il y a un niveau de perte, malheureusement, qui est important. Donc, c'est là où l'innovation va prendre tout son rôle. Si on arrive à réduire la perte à un niveau inférieur à 5% à chaque fois que vous récoltez, on peut estimer que sur les 10 millions de quintaux dont le Maroc a besoin par an, si on arrive à réduire les pertes qui sont aujourd'hui estimées à 15 à 20%, en dessous de 5%, ça peut aussi être un sujet important. Donc, globalement, on arrive à avoir des solutions assez simples. Et en dernier lieu, j'aimerais juste toucher 2 mots sur une innovation qui est beaucoup plus
pour moi, disruptif, justement un peu de rupture. C'est un prototype qu'on a mis en place en Europe et qu'on est en train de lancer cette année, qui est un tracteur qui est le premier tracteur au monde qui fonctionne à 100% au biogaz. Donc, on a dans des pays européens notamment où la culture, l'élevage est important, on a la possibilité avec des unités de méthanisation d'utiliser les déchets organiques, donc végétaux, mais aussi les déchets tels que le fumier, tout simplement pour pouvoir créer un tracteur qui est à 100%, qui fonctionne à 100% au biogaz et qui virtuellement a même une empreinte carbone qui est négative. Parce que vous allez avoir un tracteur qui fonctionne avec un carburant qui est généré par les déchets organiques et les déchets végétaux, qui eux-mêmes, et ensuite ce tracteur va être utilisé soit pour faire des semis et du labour, ou alors pour pouvoir nourrir ces mêmes bêtes. Donc, on arrive à mettre en place, après plusieurs années, on va dire, de tests, on arrive à la fin de phase test de ce prototype. Et à partir donc de la fin de cette année, on va pouvoir rentrer ce tracteur également dans la gamme. Bien sûr, on va commencer par les pays européens qui sont les principaux pays demandeurs de ce genre de solutions, notamment par les régulations qui sont mises en place par les gouvernements. Mais je reste assez optimiste sur le fait que des solutions comme celle-ci pourront aussi s'appliquer sur le continent africain. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez bref, de ne pas rentrer trop dans le détail, mais ce que je veux dire avec ces trois exemples-là, c'est qu'en utilisant la technique et un peu de mécanique, on arrive à proposer des solutions qui vont être adaptées, des solutions innovantes qui vont être adaptées et qui vont avoir un réel impact, soit pour pouvoir utiliser moins de ressources, donc moins de carburant en l'occurrence, soit pour pouvoir avoir un meilleur travail de préparation et de récolte pour le riz et le céréales, ou alors pour pouvoir tout simplement récolter sans forcément avoir besoin de plusieurs machines ou de plusieurs personnes, notamment c'était le cas de. Voilà. Merci à vous et je crois que nous avons perdu Charlotte. Vous êtes là, vous m'entendez? Alors, vous voyez plus. Ah, votre micro. Micro, Charlotte. Charlotte, on ne vous entend pas, votre micro. Micro. Ok, alors écoutez, vraiment, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, c'est un petit peu acrobatique, mais l'essentiel, c'est qu'on le fasse. La connexion n'est pas top, mais on fait avec. Alors, merci infiniment, M. Sekar, pour cette excellente intervention. Nous revenons maintenant à M. Lalou. Monsieur Lalou, vous avez évoqué avec nous votre programme Génération Green, qui est un excellent exemple que personnellement, je souhaite voir appliqué un peu partout en Afrique. Voilà, un programme qui met au cœur justement de la problématique le rôle clé des jeunes et un programme qui consiste en fait à générer 2 millions d'agriculteurs connectés à l'horizon 2030. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport justement donc, à cette belle initiative Génération Green? Bien sûr, mais avant d'attaquer la génération green, j'aimerais bien revenir un petit peu pour compléter la discussion de nos amis Bertrand, Théophile et également Yassine en relation avec les évolutions et les innovations en Afrique. J'ai fait mon homework pour préparer cette réunion et cette présentation. Et donc, j'essaierai de partager également les bonnes nouvelles et également les mauvaises nouvelles par rapport à l'état des lieux de l'innovation. Et après, j'attaquerai la partie génération green. Donc, sur les technologies numériques, aujourd'hui, offrent des possibilités considérables en matière de transformation agricole en Afrique. Ils ont déjà démontré à travers les exemples qu'on a vus de nos éminents panélistes, mais également à travers des exemples tels que l'enregistrement des terres qui utilisent des registres distribués ou la blockchain dans les pays en Afrique, la lutte contre les parasites et les maladies, comme le projet CoTribe au Ghana, où des téléphones portables sont utilisés pour fournir des vaccins destinés à des animaux et des renseignements en matière de gestion
aux agriculteurs. D'autres exemples tels que le Uber de la mécanisation, et ça intéresserait certainement notre ami Yacine, puisque il doit certainement être déjà en contact, sinon il est déjà partenaire des projets. Je vois qu'il est en train de sourire et donc il devine de quel projet je vais parler. Donc de Hello Tractor, qui permet à des utilisateurs, à des producteurs d'avoir accès à la mécanisation à moindre coût, de la même manière que c'est fait pour Uber. Et Uber, c'est une rupture technologique qui a chamboulé un peu le marché du transport, et une application comme Hello Tractor qui a été lancée depuis 2016 et qui a fait ses preuves dans plusieurs pays en Afrique et même en Asie. Et c'est une expérience qu'il faudrait peut-être inviter à d'autres pays à s'en inspirer, à la mettre en œuvre. En relation avec le niveau mondial de l'investissement ou bien de la levée de fonds pour l'innovation en agriculture, selon AgriFund, l'Afrique se porte relativement bien cette année, ou bien en 2019 plutôt, puisqu'il a doublé les levées de fonds par rapport à 2018 pour atteindre 282 millions de dollars, avec le Nigeria en tête parmi les top 20 et qui a mobilisé dans les startups de l'agtech quelques 201 millions de dollars. C'est un marché, aujourd'hui, les investissements globaux dans l'agtech, ou bien les levées de fonds dans les startups d'innovation dans l'agrotech, avoisinent les 20 milliards de dollars. C'est un marché en pleine croissance et qui ne cesse de croître depuis 2012. 2012, il ne dépassait guère les 1 milliard de dollars. Pardon. Le Nigeria, comme j'ai dit, il est parmi les top 20 de levée de fonds avec la 13e position. Il y a également une initiative lancée par notre partenaire, l'OCP, à travers l'opération Impulse, qui a permis de lever des fonds et d'appuyer des 16 startups en agtech, et notamment dans des pays du continent africain, au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Je citerai quelques-uns comme Foodlocker, qui développe une plateforme pour connecter les exploitants à leurs clients. Lono en Côte d'Ivoire, nous avons notre ami Kwasi, qui peut connaître cette entreprise. C'est une société d'ingénierie en bioprocédés proposant des solutions pour les petits exploitants agricoles, pour l'agro-industrie, afin de valoriser les déchets en fertilisant, ce qui rejoint un petit peu la présentation de Yacine pour l'innovation dans la mécanisation, pour la valorisation des déchets. Safi Organique au Kenya, qui décentralise la production d'engrais et facilite l'accès à des exploitants agricoles à des fertilisants de qualité. Shoslender au Nigeria, qui aide les institutions financières à offrir des services basés sur la réputation sociale afin d'assurer une meilleure inclusion financière. Esoko au Ghana, et j'en passe. Et l'équivalent de Hello Tractor, c'est au niveau du Ghana, c'est Trop Tractor. Ça pourrait vous intéresser, Yacine, à suivre. C'est une start-up qui, visiblement, permet aux petits exploitants d'accéder à des tracteurs et autres engins via des plateformes digitales. La concrétisation de ce potentiel disruptif nécessite l'existence d'écosystèmes qui aspirent à défendre cette part de marché domestique et d'export de plus en plus compétitifs et contraignants par la collaboration avec les structures d'enseignement et de recherche, du conseil agricole et des établissements publics concernés, et bien sûr des industriels de la mécanisation, etc. La transformation du secteur agricole et agro-industriel est un levier pour instaurer la bonne gouvernance et des stratégies et des programmes. Nous avons quelques exemples qui ont été élaborés au niveau du Maroc. J'emprunte rapidement pour
rebondir sur la génération green, une citation de Monsieur le ministre lors des journées Agro-IT Days à Meknès, à l'occasion du SIAM, dans lesquelles il a cité que le digital ne doit plus être considéré comme une fin en soi ou un effet de mode, mais le moyen d'atteindre une meilleure rentabilité des exploitations pour tous les agriculteurs, et les petits et les grands. Rapidement, avant de rebondir sur la génération green, j'aimerais bien rappeler qu'au ministère, nous essayons d'appuyer les startups dans l'innovation agricole à travers ces journées Agro-IT Days, mais également à travers le prix, le Grand Prix Hassan II de l'agriculture pour la recherche et l'innovation, et au niveau de la direction de la formation et de l'enseignement et de la recherche, qui gratifie les chercheurs et les innovants dans le secteur de l'agriculture et de l'agro-industrie. Et pour l'Agro-IT Days, nous avons tenu 3 sessions avec la participation de startups et de multinationales dans lesquelles il y a eu l'échange entre ces acteurs et les chercheurs pour justement familiariser ou bien pour vulgariser les agriculteurs et les différents partenaires sur l'importance de l'innovation. Alors, rapidement, en relation avec la dernière question pour la génération green, effectivement, la nouvelle génération, la nouvelle stratégie génération green, pour rappel, s'appuie sur deux fondements qui sont le premier fondement dans la priorité à l'élément humain, et le deuxième fondement, il insiste sur la pérennité du développement agricole. Pour la priorité à l'élément humain, nous avons un axe prioritaire qui est transverse à tous les autres axes, qui est au niveau du premier fondement, qui comprend l'instauration d'une nouvelle génération de mécanismes d'accompagnement à travers l'intensification et la généralisation du conseil agricole, le développement des services agricoles en connectant au moins 2 millions d'agriculteurs à des plateformes, comme vous avez dit Charlotte, à des plateformes de services digitaux, et l'enrichissement du système d'accompagnement de l'agriculture solidaire, notamment en accompagnant les jeunes, hommes et femmes, pour assurer la pérennité de leurs projets. L'atteinte de ces objectifs, et là j'attends les recommandations en relation avec l'innovation agricole dans le domaine agricole, il faudrait relever les challenges pour atteindre ces objectifs, les challenges qui sont liés à l'éducation ou l'alphabétisation numérique des petits agriculteurs à travers le conseil agricole et à travers les campagnes de sensibilisation, le partage et l'accès à l'information pour tout l'écosystème. Il ne faudrait plus raisonner en silo, il faudrait que tout l'écosystème puisse interagir. Et la meilleure manière de le faire, c'est à travers les mécanismes tels que l'agrégation, comme l'exemple que j'ai cité pour Charlotte ce matin, qui est ATCIR pour la COSUMAR, qui a pu fédérer 80 000 agriculteurs pour l'amont de la filière sucrière, et qui a permis d'avoir une meilleure rentabilité des exploitations sucrières depuis l'instauration de ce programme ATCIR, qui assure la traçabilité et la transparence, et également le suivi de l'itinéraire technique bien comme il faut par tous les acteurs qui sont des prestataires, etc. Donc, en dernier lieu, l'implication des interprofessions dans les différentes filières. Il faudrait que le digital puisse faire partie des contrats-programmes des filières. Nous avons dans notre stratégie Génération Green des contrats-programmes par filière, et ces contrats-programmes, ils regroupent à la fois l'amont agricole et la transformation, et c'est à travers des objectifs bien précis et un appui de tous les partenaires, que ce soit les équipementiers, que ce soit les fournisseurs d'intrants, que ce soit l'État, on puisse faire avancer et atteindre nos 2 millions, Inch'Allah, d'agriculteurs connectés à des services. Et merci. Merci infiniment, Monsieur Lalou. Effectivement, qui parle de l'impact et de l'apport de ces innovations dans le domaine agricole et agroalimentaire, parle également de l'implication, du rôle
clé de la jeunesse et de l'importance de rendre ce secteur ô combien attractif à leurs yeux. Ce qui m'amène à me tourner maintenant à nouveau vers Monsieur Bertrand Fofé. Monsieur Fofé, donc au niveau du Cameroun, vous faites un excellent travail en la matière. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez justement nous indiquer quelles sont les stratégies qui vous permettent aujourd'hui d'impacter et de toucher non seulement donc les politiques, mais aussi les acteurs du secteur privé que vous arrivez à fédérer autour de votre solution pour un véritable impact, pour un impact beaucoup plus accru donc de cette innovation au niveau de notre secteur agricole et agroalimentaire. Monsieur Fofé? Est-ce qu'il est encore avec nous, Monsieur Fofé? Tout à fait, je suis là. À vous la parole. Ok, d'accord, super. Donc, alors, ce que je vais dire, c'est que ce qu'on a fait initialement, c'est pour un peu d'histoire hein, par rapport à notre entreprise. On a démarré en fait en 2016 en essayant de résoudre le problème des producteurs. C'est-à-dire qu'on a démarré avec pour projet pilote de développer une application qui permet justement aux producteurs avicoles de pouvoir gérer leur ferme et éventuellement de pouvoir optimiser leur processus de production. Donc, l'application qui a été développée a permis justement à une centaine de producteurs à cette époque-là de pouvoir améliorer leur performance en mesurant. Parce qu'on va dire qu'à cette époque, pratiquement 90% des producteurs qu'on avait ne pouvaient pas dire au jour de la commercialisation de leurs produits, ne pouvaient pas faire une estimation claire sur le coût de revient en fait, de leurs produits. Donc, en fait, on est parti de là et on s'est rapidement rendu compte que au-delà de la production, il y avait un problème au niveau de la commercialisation. Donc, pratiquement, on avait des producteurs qui prenaient 45 jours pour produire un poulet pour environ 1800 francs CFA et qui revendaient à 2000 francs. Donc, en général, le producteur se fait 200 francs pendant que le revendeur se fait 1000 francs. Bon, c'est en francs CFA. Il faut que vous fassiez un peu une idée. Donc, c'est-à-dire en 45 jours, pendant que le producteur se fait donc ses 200 francs, en fait, le revendeur se fait 5 fois plus en une journée. On va dire ça comme ça. Donc, pour nous, c'était définitivement un challenge. Et alors, on a donc créé une plateforme qui permettait de pouvoir commercialiser ces produits-là. Donc, à cette époque, donc, quand on le fait, on crée la première version de Django.cm qui permet donc aux producteurs de pouvoir commercialiser leurs produits sur la plateforme. On est parti donc de 2 à 3 produits avicoles. Voilà, aujourd'hui, on compte un peu plus de 3000 produits sur la plateforme. Mais alors, ce qui s'est passé donc entre cette période et la suivante, c'est qu'on a constaté que le meilleur moyen de réduire les pertes post-récolte était justement d'avoir des requêtes contractuelles avant le moment de la récolte. Et ce qui nous a donc poussé à analyser un peu, à faire nos recherches auprès des producteurs, des transformeurs, des producteurs agro-industriels locaux, qui, eux, justement, de leur côté, avaient de gros soucis d'approvisionnement en termes de qualité, en termes de quantité et puis tout ce qu'on peut imaginer. À ce moment, on a donc lancé Django Agro, qui est donc une plateforme qui permet aux producteurs agro-pastoraux, aux producteurs agro-industriels, autant pour moi, de pouvoir se sourcer le plus rapidement possible. Et voilà, en fait, comment est-ce qu'on démarre avec donc, ce niveau, en fait. Et là, on entre dans le B2B direct. Donc, et au fil du temps, on a créé l'écosystème qu'on a aujourd'hui, qui est un écosystème dans lequel on a justement tous les différents acteurs. Maintenant, le challenge, c'était de se dire, OK, on a pu comprendre ce qui permet aux producteurs, que ce soit les producteurs agro-pastoraux ou les producteurs agroalimentaires, de pouvoir gagner en performance et en visibilité et tout ce qui va avec. Mais on s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit scalable? Comment est-ce qu'on fait pour qu'on puisse déployer cette innovation le plus rapidement possible en tenant compte justement, parce que innovation pour innovation, il faut innover en tenant compte de notre environnement. Alors, on a eu 2 challenges principaux. Le premier challenge, c'était de dire que la grande partie des personnes que nous essayons justement pour lesquelles on est en train d'apporter de la performance, c'est des personnes qui sont dans le secteur informel. Donc, on parle du petit paysan, on parle de l'agriculteur qui a une exploitation véritable.
on parle là des coopératives et bien entendu, depuis quelques mois, on a démarré avec les grandes entreprises. Alors, il était question pour nous de se dire comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on se focalise juste sur les grandes entreprises ou alors on essaie de développer des solutions qui permettent justement aux petits producteurs de pouvoir s'organiser pour être beaucoup plus performants et pertinents sur le marché. Alors là, on a commencé à réfléchir parce qu'on a une petite unité ici à Douala avec pratiquement une vingtaine de personnes. On a des développeurs, des vendeurs et ainsi de suite. Et là, on a pensé, en 2020, on a initié un programme qu'on a appelé Djangolo Ambassador, qui n'est rien d'autre qu'un programme qui permet aux jeunes de pouvoir être impliqués dans le processus de commercialisation et de vulgarisation en fait, des produits locaux. Donc, je rappelle que l'une de nos motivations, c'était, comme M. Lalou l'a présenté tout à l'heure, c'est la démographie. La démographie, la population mondiale va doubler d'ici 2050. Et on a en Afrique la population la plus jeune. Et à côté de ça, nos taux de jeunes sans emploi sont relativement élevés. On s'est dit, comment est-ce qu'on essaie de déployer un écosystème qui permette en même temps de résoudre nos problèmes. Alors, en fait, c'est donc là qu'on a créé ce programme Djangolo Ambassador pour les ambassadeurs qui vont accompagner les producteurs au quotidien dans leurs activités habituelles. Et d'autre part, on a lancé Djangolo Shopper, qui n'est rien d'autre comment dire ça, un Spotify, un Shopify autant pour moi, pour l'agribusiness. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité à des jeunes de pouvoir créer leur plateforme de e-commerce et de commercialiser les produits des producteurs qui sont dans notre écosystème. Donc aujourd'hui, Djangolo, c'est 40 000 utilisateurs, c'est plus de 15 000 producteurs agro-pastoraux. Et c'est à peu près 3 500 entreprises dans le secteur agroalimentaire. Et je rappelle que là, on est purement sur du local, en fait, pour le moment. Et l'idée, justement, pour nous, c'est de permettre à chacune de ces entités de pouvoir facilement interagir avec, trouver des partenaires. Donc, aujourd'hui, par exemple, si vous allez sur djangolo.cm et que vous recherchez manioc, par exemple, alors vous tombez sur toute la filière, c'est-à-dire que des intrants, des fournisseurs d'intrants, aux producteurs, aux transporteurs et en passant justement par les personnes qui transforment les produits manufacturés. Donc, c'est un peu la démarche qu'on a eue jusqu'ici pour pouvoir impliquer les jeunes dans ce processus, dans ce mouvement. Et je rappelle aussi que, bon, moi, j'ai été consultant pendant près de 10 ans au niveau des Pays-Bas. Donc, je suis un Camerounais de la diaspora, mais j'ai décidé donc de me mettre full-time sur le projet depuis à peu près 6 mois. Donc, je suis entre le Cameroun et puis le Pays-Bas, où j'ai justement aussi une branche de l'entreprise parce qu'on pense, à la commercialisation locale des différents produits, qu'ils soient frais ou bien qu'ils soient manufacturés, mais on pense aussi à l'exportation de ces produits-là dans la sous-région, comme je disais, sur le continent, éventuellement ailleurs. Donc, et c'est la raison pour laquelle, depuis, pour répondre à la question de notre stratégie pour entrer en contact avec pour accéder aux politiques et tout, c'est justement pour nous le moment depuis, je vais dire, 3-4 mois, on a initié donc justement en fait des démarches pour pouvoir accompagner le gouvernement, en fait, mettre notre plateforme à la disposition. Monsieur Bertrand Fauffet, j'ai l'impression que votre connexion est partie. Vous nous reviendrez tout à l'heure. Je rappelle à notre communauté que vous avez la possibilité de poser vos questions. Au niveau de l'espace questions-réponses, je vois que Monsieur Sekar a répondu à certains. Monsieur Kouassi également, bravo. Et de toutes les façons, vous pourrez retrouver nos interventions sur l'espace e-conférence sur YouTube et poser également ces questions pour nos interlocuteurs. Alors, je voudrais savoir si Monsieur Bertrand Fauffet est revenu parmi nous. Oui, je suis là. Vous me suivez? Voilà. Alors, nous vous avons perdu tout à l'heure. Nous avons bien saisi, en fait, oui, nous avons bien saisi l'impact de la solution Djangolo aujourd'hui au niveau, du moins en termes de commercialisation des produits, mais également en termes d'attractivité pour nos jeunes. Rappelons effectivement qu'aujourd'hui, grâce à cette solution, vous arrivez à créer de nombreux emplois du côté du Cameroun. Vous arrivez également à permettre aux PME
PMI d'être véritablement opérationnel en la matière. Bref, vous apportez un plus aux chaînes de valeur agricole. Ce qui nous amène, c'est vrai qu'on en a parlé, avant de retourner chez M. Kwasi en Côte d'Ivoire, je voudrais demander à M. Secker de nous refaire un briefing quant à l'impact, quant à l'apport crucial de sa solution dédiée que nous avons aujourd'hui en Europe et qui permet de lutter justement contre les effets du changement climatique. Voilà, et qu'on retrouvera bientôt en Afrique. Je pense qu'il s'agit d'un tracteur avec avec des spécificités, vous en avez parlé. J'aimerais vraiment que vous puissiez insister là-dessus parce qu'il s'agit là effectivement d'un apport non négligeable, crucial pour permettre justement à cette Afrique de lutter contre les effets néfastes du changement climatique. À vous, Monsieur Secker. Bien sûr. Alors, effectivement, je n'ai pas voulu rentrer dans le détail tout à l'heure, mais je pense qu'il est important un petit peu d'expliquer le détail de cette innovation. Donc, ce tracteur s'appelle le T6. C'est le nom de la gamme. 180, c'est sa puissance en nombre de chevaux. Et aujourd'hui, c'est un tracteur qui est alimenté à 100% au méthane. Et c'est bien évidemment le premier tracteur au monde à avoir cette technologie. Initialement, nous avons lancé ça sous forme d'un prototype. Et l'idée, c'est vraiment qu'on arrive à créer un concept de ferme qui soit autonome d'un point de vue énergétique. Donc aujourd'hui, ce tracteur, c'est le maillon central du cercle vertueux de l'exploitation qui va être donc indépendante en énergie. Donc, vous savez, bon, on a des agriculteurs qui vont faire pousser des plantes, bien évidemment, qui vont utiliser ces produits dans leur exploitation ou alors qui vont utiliser le fumier de leur élevage pour pouvoir produire du biogaz à travers des unités de méthanisation, pardon, cherchez le mot. Et du coup, c'est ce qui va pouvoir alimenter le tracteur, lequel à son tour va ensuite être utilisé pour cultiver à nouveau soit des plantes, soit pour assurer l'alimentation des troupeaux. Aujourd'hui, quand on prend ce cercle vertueux, on est dans une dynamique où vraiment on a cette exploitation qui est indépendante en énergie. Elle est au cœur de la stratégie pour nous depuis qu'on a lancé le prototype il y a maintenant plus de 10 ans. Et cette année, on commence à faire les derniers tests pour pouvoir commencer à livrer ces tracteurs-là au niveau de certains de nos clients, on va dire partenaires en France, en Italie, en Allemagne, bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que ce que l'on souhaite avec cette solution, c'est de pouvoir dire si vous avez à l'intérieur de votre exploitation la capacité d'avoir suffisamment de déchets organiques, qui soient donc issus des végétaux ou alors issus de l'élevage que vous avez, ça va au lieu de gaspiller à proprement parler ce déchet, l'idée c'est de pouvoir le réutiliser. Et aujourd'hui, clairement, avec un tracteur comme ça, on a la possibilité d'utiliser les déchets pour pouvoir les convertir en carburant. Et ce tracteur-là fonctionne uniquement avec le biogaz. Ce n'est pas un tracteur qui va fonctionner avec un carburant fossile classique ou autre. Bien évidemment, il aura les mêmes caractéristiques et les mêmes spécifications qu'un tracteur, on va dire, au diesel normal, mais il va vraiment être à l'intérieur de cette économie circulaire que l'on souhaite créer au sein des exploitations. Dans le même état d'esprit, on a aussi des exploitations qui sont forcément différentes, qui sont peut-être plus petites, dans des régions aussi variées. Et on a d'autres concepts qui sont pour l'instant encore à l'état du concept, qui ne sont pas encore prêts à être commercialisés, mais c'est aussi d'autres tracteurs qui sont des tracteurs notamment pour tout ce qui est la culture de la vigne ou alors de l'arboriculture, notamment en Europe. Donc des tracteurs qui sont aussi qui fonctionnent avec des carburants alternatifs. On en a un autre qui travaille sur le biométhane. Et puis en dernier lieu, on est en train aussi de faire des partenariats pour pouvoir aussi avoir des outils qui fonctionnent à l'électricité. Encore une fois, c'est encore pour l'instant à l'ordre
de l'ordre du prototype, mais le tracteur, en l'occurrence le T6 180 en méthane, va être lancé de manière officielle cette année. Et donc voilà, on veut vraiment se mettre dans cette… J'aime bien parler d'économie circulaire, de cercle vertueux, parce qu'on est clairement là-dedans. On a des plantes, on a des animaux qui font des déchets. Ces déchets sont utilisés, purifiés et utilisés sous forme de gaz, qui est le carburant. Donc, en termes d'émissions de CO2, le tracteur ne brûle pas un carburant qui est fossile, qui est extrait de la terre, mais c'est bien un carburant qui vient de la transformation des déchets. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, potentiellement, virtuellement, l'empreinte carbone est même négative sur ce type d'utilisation. Voilà. Merci infiniment, M. Secker. Nous avons une question de M. Magloire qui souhaite savoir dans quelle mesure les petits producteurs peuvent aussi bénéficier des apports, en tout cas de l'apport qualitatif de ces solutions agrodigitales, ce qui m'amène à me tourner vers M. Théophile Kouassi. Vous l'avez déjà expliqué à l'un des internautes. Pouvez-vous nous dire dans quelle mesure votre solution permet justement aux petits producteurs, grâce à l'innovation digitale, donc d'améliorer leur productivité, d'améliorer leur situation tout court? Monsieur Kouassi? Monsieur Kouassi, votre micro, j'ai l'impression qu'il n'est pas activé. Oui, il est activé maintenant. Merci, Charlotte. Voilà. Comme j'avais déjà répondu à l'interlocuteur, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que dans le domaine agricole, la difficulté aujourd'hui, surtout en Afrique subsaharienne, c'est la question des données, c'est la question des statistiques, c'est la question de tout ce qui est prévision. Généralement, on fait des prévisions, on fait des estimations sans tenir compte des données exactes. Pour un producteur aujourd'hui qui utilise la solution FarmForce, déjà en termes de rendement, il a la capacité d'augmenter son rendement parce qu'il sait pertinemment quel type d'intrant il faut utiliser pour la parcelle qui est destinée à tel type de culture. Je prends un exemple, quelqu'un qui doit faire du cacao, à travers tout ce qui est enquête et formation sur les bonnes pratiques agricoles qui intègrent le type de produits chimiques ou d'intrants pour pouvoir, ou d'engrais pour pouvoir améliorer la rentabilité du sol en termes de produits industriels. Ce producteur-là, avec ces informations, peut avoir un plus au niveau de son rendement en fin de campagne. Donc, il y a aussi l'atténuation des risques de perte qui sont liés soit aux attaques des insectes et consorts, qui sont liés, par exemple, à l'utilisation de mauvais produits ou de mauvais intrants. Il y a aussi la capacité pour le producteur de pouvoir surveiller, analyser sa production, c'est-à-dire suivre l'évolution d'année en année, puisqu'on a des données de base de l'année N1 jusqu'à l'année NX qui sont automatiquement sur la plateforme, que je rappelle qui est web et mobile, c'est-à-dire mobile pour tout ce qui est gestion de la production agricole sur le terrain. On a aussi la capacité pour le producteur aujourd'hui d'avoir des produits de bonne qualité. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quand vous utilisez la solution FarmForce qui vous permet de suivre et de comprendre tout ce qui est normes et conformités pour des organismes de certification qui sont des partenaires de ces producteurs-là. Vous êtes un producteur généralement qui est certifié, votre parcelle aussi est certifiée parce que vous suivez tout ce qui est normes et conformités. Ça vous permet d'avoir des produits de bonne qualité. Et qui dit produits de bonne qualité, surtout dans le domaine agricole, dit que vous avez des primes de certification. Et ces primes de certification vous permettent de pouvoir améliorer votre quotidien social. Ce qu'on sait aujourd'hui en Afrique subsaharienne, c'est qu'un producteur, il produit, mais il vit mal de son produit. Et ça, aujourd'hui, on est capable de pouvoir annihiler ces situations-là pour permettre aux producteurs de mieux vivre. Il y a la question de la fraude même que le producteur aussi aujourd'hui subit pratiquement surtout sur le marché ouest africain. Donc aujourd'hui, à travers la plateforme mobile, on est capable de pouvoir imprimer des reçus d'achat du producteur. C'est-à-dire, on vous achète par exemple du manioc, comme Bertrand l'a dit, on vous achète du manioc, on est au Cameroun, on m'achète du manioc peut-être 2 000 ou 5 000.
au moment du paiement, on a des reçus qui sont imprimés à travers la technologie Bluetooth, via des imprimantes Bluetooth, comme des reçus des caisses de supermarchés, que le producteur a comme une traçabilité de tout ce qui a été vendu. Donc, ça nous évite aujourd'hui de pouvoir annihiler tout ce qui est cas de fraude des démarcheurs ou des acheteurs qui vont vers ces producteurs-là. Et aussi, le producteur, à travers les informations qu'il a sur sa production, sur sa parcelle ou sur son rendement ou ses prévisions de rendement, a un accès facile au financement ou aux assurances crédit agricole. Donc, c'est vraiment quelque chose d'innovant dans le monde agricole qu'on a aujourd'hui et qui permet non seulement aux producteurs de bénéficier de tout ce qui est production ou de sa récolte, mais aussi à ses partenaires aussi d'avoir des informations qualifiées et des informations vraiment abouties pour pouvoir asseoir cette transformation digitale au niveau de l'approvisionnement agricole. Merci infiniment, Monsieur Kouassi, pour cette excellente intervention. Alors, Monsieur Lalou, nous sommes, comme tout le monde le sait, aujourd'hui en pleine crise sanitaire mondiale. N'est-ce pas là une occasion en or pour le secteur agricole et agroalimentaire pour justement booster la transformation de nos économies en général et la transformation agro-digitale en particulier? Rappelons-le, comme j'aime à le dire, c'est quand même une Afrique qui représente une solution pour la donne alimentaire mondiale, comme nous le savons, nourrir 9 milliards d'individus à l'horizon 2050. Mais nous avons encore une autre équation qui est encore plus urgente à gérer, qui est celle de la sécurité alimentaire, donc de nos États, de nos populations. Alors, vous êtes l'institutionnel du jour. Alors, en termes d'impact, nous savons tous donc l'impact qu'a le Covid aujourd'hui sur nos économies. Pouvez-vous nous dire comment est-ce qu'au Maroc vous arrivez justement donc à accélérer la transformation agro-digitale de manière à ce que nous puissions impulser une dynamique favorable au secteur? Et quelles sont vos préconisations également pour l'Afrique subsaharienne? Merci Charlotte pour cette question pertinente puisque il relie un peu le rôle du digital ou bien des innovations disruptives dans le secteur agricole, mais également en relation avec la crise Covid et la sécurité alimentaire, mais j'ajouterais également en relation avec, comme avait mentionné notre collègue Yassine, la sécheresse qu'a connue le Maroc pendant pratiquement 3 années consécutives selon les régions, mais avec 2 années consécutives de sécheresse très, très sévères et pour lesquelles le Covid n'est pas venu pour arranger les choses. Donc, dès l'annonce je dirais, des mesures de distanciation sociale et de confinement, le département a trouvé refuge et a trouvé dans le digital un allié incontestable. Ça a même été pour notre département de l'agriculture, spécialement pour la direction des systèmes d'information, la consécration de tous les efforts qui ont été entrepris depuis l'avènement du plan Maroc Vert, parce que tout le monde a touché l'importance du digital. Vous savez qu'au démarrage de la crise, on tenait des réunions à distance grâce à ces technologies qui ont été déjà en place et qui ont été depuis un certain moment et qui ont servi au pilotage de la situation des marchés, le pilotage des prix, le pilotage de l'approvisionnement, mais également la coordination de la cellule de crise pour le suivi et le monitoring de l'impact de ces deux facteurs. Je donne à titre d'exemple pour combattre la sécheresse et pour assurer la sécurité alimentaire. Le département a lancé une opération de fourniture d'orge subventionnée sur pratiquement une année ou plus, qui consiste à sauvegarder le cheptel. Cette sauvegarde de cheptel a été digitalisée depuis l'expression, je dirais, de la demande par l'agriculteur ou bien par le fermier ou la coopérative
jusqu'aux livraisons. Tout le processus a été digitalisé avec des tableaux de bord qui permettaient de suivre au temps réel l'approvisionnement des centres de distribution de l'orge subventionnée, puisqu'on voulait assurer une transparence, également une régularité dans l'approvisionnement des lieux de délivrance de cet ordre subventionné, et surtout éviter qu'il y ait des dérapages. On a par le système d'information qui a été mis en œuvre et depuis un certain moment, mais qui a été remis à jour dans le contexte du Covid grâce à des équipes de la direction des systèmes d'information qui ont travaillé d'arrache-pied et à distance avec le confinement. Cela dit, en relation avec les petits agriculteurs et l'accessibilité, nous avons également toujours des challenges. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure dans ma présentation, mais nous avons toujours des difficultés comme d'autres pays à avoir une inclusion digitale de l'ensemble de notre pays. Si on considère l'accès à l'Internet, il y a une disparité entre la ville et entre les lieux les plus éloignés, bien qu'on soit suffisamment sur les axes routiers outillés en connexion 4G et prochainement, pourquoi pas la 5G qui est en cours d'étude. Mais il reste également des poches enclavées et qui ont besoin d'être accompagnées à travers un appui de gouvernement et un appui pour avoir une péréquation qui permettrait un accès différencié, privilégié peut-être et même subventionné à l'infrastructure. Donc, les leçons à tirer modestement, moi j'ai personnellement appris énormément à travers les présentations de nos collègues. Nous sommes encouragés à travers ces événements de partager nos expériences. Et j'ai appris également énormément à travers des expériences, je dirais, pionnières dans le domaine de la blockchain, dans des pays où on ne s'attendait pas de trouver qu'ils avaient fait de leapfrog et ce saut frugal pour s'approprier les dernières technologies. Donc, en un mot, il faut encourager la coopération sud-sud davantage. Il y a des efforts, mais il faut encore à travers des initiatives comme celle-ci. Il faut également avoir la généralisation de l'infrastructure à travers des subventions spécifiques pour l'accès aux endroits les plus reculés et réorienter les subventions actuelles qui ont lieu vers plus d'agriculture connectée, parce que le nerf de la guerre pour les années qui viennent, c'est la data. La data, c'est l'or de demain. Et c'est ce qui permettrait la prise de décision, c'est ce qui permettrait d'alimenter les systèmes d'intelligence artificielle. C'est ce qui permettrait également d'aider les décideurs à prendre les décisions au bon moment, en plus de la gouvernance des plans et des stratégies qu'ils mettent en place. Merci. Merci infiniment, Monsieur Ladou, pour cette excellente contribution qui nous donne un peu plus de lumière sur l'impact de cette innovation pour le secteur d'une part, mais aussi sur l'urgence, donc qui est celle de la construction d'un véritable écosystème favorable donc au secteur et capable de nous permettre de répondre aux divers enjeux qui sont les nôtres en matière de sécurité alimentaire, en matière d'employabilité pour nos jeunes, en matière d'autonomisation de la femme aussi, il faut le dire. Voilà, donc, et ceci m'amène justement donc à me tourner vers nos trois opérationnels terrain du jour, à savoir Monsieur Secker, Monsieur Fofé et Monsieur Kwasi. J'aimerais vous poser la question relative à vos relations avec justement nos politiques et nos institutionnels. Quel est l'apport justement qui est le vôtre pour justement impulser une dynamique en termes de plaidoyer et pour accompagner justement nos décideurs à aller beaucoup plus vite dans la construction non seulement des routes digitales qu'il faut aussi bien en milieu urbain que rural pour le secteur, mais aussi dans la vulgarisation des diverses solutions agro-digitales que vous pouvez justement mettre à disposition aussi bien au niveau de la mécanisation comme Monsieur Secker,
qu'au niveau de la commercialisation des produits grâce justement au digital, voilà, ou alors au niveau de l'intégration des divers acteurs, comme le propose la solution de Monsieur Poissy. Alors, je ne sais pas par qui nous commençons. Monsieur Fofé, Monsieur Secker ou Monsieur Poissy. Voilà, vous avez le choix. Si vous voulez bien. Comment impulser une dynamique favorable? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Alors, comment impulser une dynamique favorable justement pour l'avancée du secteur? Comment travailler de manière efficace avec nos politiques pour aller plus vite? Je pense que le Maroc est un bon exemple et on a la chance d'avoir quelqu'un qui représente le ministère qui va pouvoir aussi aller dans ce sens-là. Mais depuis la fin de l'année dernière, je pense que c'était justement après le premier confinement, autour de l'été, peut-être même septembre, le Fonds de développement agricole, donc, qui est l'organisme du ministère qui traite les demandes de subventions diverses, qui peuvent être autour de la mécanisation, bien sûr, mais aussi au niveau des intrants ou alors de l'irrigation, a mis en place un portail pour pouvoir, un portail numérique qui permet non plus, qui permet aux agriculteurs de non plus se déplacer physiquement, en tout cas pour faire un pré-dépôt, mais on a un portail numérique qui permet d'avoir de manière totalement dématérialisée un dépôt et un pré-dépôt de documents qui permettent d'avoir un accord de principe par la suite sur la subvention. Alors, M. Lalou, j'en profite parce que je pense que c'est clairement de votre initiative au niveau du ministère, mais pour nous, ça a été, en tout cas au niveau des acteurs de la mécanisation, ça a été un sujet important parce que, bien évidemment, le Covid était la grosse inconnue l'année dernière et on a eu pendant, je pense que plus de 4 ou 5 mois, les guichets uniques qui étaient au niveau des directions départementales du ministère de l'Agriculture ont été fermés au public. Donc, quand vous n'avez pas la possibilité d'aller déposer physiquement vos documents pour ensuite demander une subvention pour acheter un tracteur, pour acheter une moissonneuse, une charrue, de l'irrigation, des intrants ou autres, ça a été assez difficile pour être franc. La sécheresse, bien sûr, était encore un gros sujet. Donc, l'année dernière, pour ces raisons-là, elle est plutôt désastreuse, mais justement, cette réactivité dont a fait preuve le ministère de l'Agriculture ici au Maroc, pour nous, en tout cas, c'est vraiment sur ce genre de solution qu'il faut vraiment s'orienter. Je voyais tout à l'heure des questions aussi, j'étais sur le point d'y répondre, où d'autres personnes se plaignaient justement de la lenteur dans d'autres pays pour pouvoir bénéficier des programmes de subvention mis en place. Et c'est là-dessus où je tiens vraiment encore une fois à montrer le Maroc en exemple en disant que c'est une des solutions qui, pour nous, en tout cas au niveau de la mécanisation, fonctionne bien. On dématérialise les demandes de subventions, de choses comme ça, qui permettent de faire avancer, on va dire, les dossiers, quand bien même on est en période de Covid, de restrictions sanitaires ou de choses comme ça. Voilà. Merci infiniment, M. Secker. Alors, pendant que vous êtes avec nous, malgré le fait que vous soyez plutôt dans la mécanisation, vous avez peut-être un mot à nous dire à propos de l'évolution des drones. Les drones au niveau du Maroc. Le Maroc, je vous le confirme, hein, un exemple à suivre pour l'Afrique subsaharienne, voilà, en termes de solutions agrodigitales. Où en est-on au niveau du Maroc en ce qui concerne les technologies relatives aux drones? Alors, je voudrais juste ajouter un petit mot par rapport à ce que dit Yacine sur le dépôt électronique des guichets. Bon, j'ai le dépôt électronique de dossiers et le guichet unique électronique qui a été mis en œuvre. Cette dynamique a été initiée depuis 2010 déjà et le Covid est venu justement pour renforcer notre logique et c'est également grâce à l'échange de données avec le Crédit Agricole. C'est un échange de données informatisé qui permet également une transparence dans les traitements, dans les délais. C'est-à-dire que la leçon à tirer, bon, on n'est pas là pour donner des leçons, mais on en a appris à nos dépens. On aimerait bien que les autres puissent en profiter. C'est de ne pas considérer le système spécifiquement logé dans l'administration qui va traiter le dossier, mais également embarqué dans la mécanique
ou bien dans on est en mécanisation, mais dans la dynamique, embarquer tous les acteurs, que ce soit les équipementiers, que ce soit les fournisseurs d'intrants, que ce soit les assureurs, la banque. Il faudrait que cette transformation digitale puisse être pensée d'une manière inclusive de toutes les parties prenantes dans le processus. L'échange de données automatisé, bien sûr, avec le Crédit Agricole nous a permis de sauver énormément de temps dans le traitement des dossiers et éviter les erreurs de double saisie, etc. Donc, pour revenir à cette question des drones, c'est un chantier qui, il faut le reconnaître, connaît quelques difficultés, notamment à cause des restrictions réglementaires. Ces restrictions qui sont nécessaires d'un certain moment, mais qui ne découragent pas les startups et les entrepreneurs. Personnellement, je suis monteur d'une startup qui qui monte des services pour le traitement phytosanitaire par des drones. Et c'est quelque chose qui est en train de se développer d'une manière très, très importante, surtout au niveau des exploitations, de grandes exploitations. Vu le coût et le gain qui est réalisé à travers et les délais, tout à l'heure, l'exemple des récoltes d'oliviers est illustrant, remplacer 200 jours même si c'est des journées perdues, mais on estime également le travail, mais on estime qu'il y a une valorisation du travail, il y a lieu de mobiliser les ressources humaines à faire quelque chose de plus valorisant que de la cueillette, et donc c'est pas uniquement des pertes d'emplois, mais c'est plus une réorientation de la main-d'œuvre vers des emplois plus intelligibles et plus rentables et moins pénibles surtout. Donc, l'utilisation des drones au Maroc, il connaît un essor important. Ils sont utilisés à la fois pour des opérations d'estimation des récoltes, et également de détection de maladies à travers l'analyse des images, mais en particulier les traitements phytosanitaires, que ce soit pour l'arboriculture ou bien surtout pour les grandes cultures telles que la céréaliculture et la culture sucrière. Également, au niveau de notre département, nous avons fait appel à une start-up qui permet de réaliser des surveilles à travers l'exploitation de l'imagerie satellitaire sur le parcours ou bien le post-subvention des exploitations, qui permettent également d'avoir un retour d'information sur le maintien et sur l'activité agricole tout au long en analysant les images de toute une période de l'année ou bien de plusieurs années pour savoir l'évolution et l'impact des subventions sur les exploitations en analysant la verdure, les termes qui me m'échappent en ce moment puisque je ne suis pas un agronome à la base, mais des termes tels que le NDVA, tels que l'occupation au sol par les plantes et également les estimations de récolte. Donc, que ce soit l'utilisation des drones, que ce soit également l'utilisation des sensors à travers les vaches connectées. Je sais que certains producteurs ont déjà franchi le pas pour passer aux vaches connectées, qui permettent une économie importante dans le diagnostic et également dans l'optimisation pour le velage, etc., pour surveiller les meilleurs moments pour la mise, je dirais, ou bien pour la portée pour les vaches. La vélation, ce qu'on appelle la vélation, je crois que c'est le bon terme. Vous me corrigez, les agronomes qui sont avec nous, ils peuvent me corriger. Merci à vous, monsieur. Donc, Oui. voilà. Et pour les senseurs également, c'est quelque chose qui est en train d'être généralisé dans pas mal de secteurs. Je pense également au frigo, au frigo de valorisation des produits, qui permettent également, à travers les objets connectés, d'avoir une surveillance des températures, d'électricité, des quantités d'hélium ou bien des quantités d'éthylène qui existent sur les frigos à travers des applications mobiles. Ça, ce n'est qu'un exemple, sans oublier les stations météo connectées également, qui permettent également de faire
de l'irrigation raisonnée ou bien de l'irrigation avec des avertissements sur SMS pour les utilisateurs à travers les capteurs d'humidité sur les exploitations. Et merci. Merci infiniment, Monsieur Lalou. Alors, je voudrais poser la question à Monsieur Kwasi. Donc, à propos de votre solution Farm Force, Monsieur Kwasi, pouvez-vous nous éclairer à nouveau sur l'impact réel sur la paysannerie qui constitue plus de 70% des acteurs clés du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique subsaharienne. C'est vrai que vous passez par des grands groupes comme Cargill, Technocé, Nestlé, Tolaro, Cuidor, Anatros au Burkina Faso. Nous sommes au Burkina Faso. C'est important pour nous de comprendre comment vous arrivez aujourd'hui à apporter un impact positif grâce à votre solution agrodigitale dans la vie de ces petits producteurs, voilà, qui sont majoritaires en fait en Afrique et par lesquels il faudra absolument passer si on veut réellement voir un changement clair et net en matière de transformation agrodigitale pour nos pays. À vous, Monsieur Kwasi. Oui, merci Charlotte, encore. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut aujourd'hui pour les producteurs de l'Afrique, surtout subsaharienne, c'est de l'accompagnement. Quand je parle d'accompagnement, je parle des procédés agricoles, je parle de financement, je parle de crédits agricoles, je parle d'assurance. Donc, pour pouvoir accompagner ces producteurs-là, il faut la bonne information. Toujours est-il que tant qu'on n'a pas la bonne information, on ne pourra pas accompagner un producteur. Un producteur qui a besoin d'un financement, qui nous dit qu'il, par exemple, il veut produire 2000 tonnes de cajou, de noix de cajou par an, et qu'il a besoin, par exemple, de 15 millions ou bien de 2 millions de francs CFA pour pouvoir atteindre ce seuil de production-là. Il faut qu'on ait des données fiables sur sa parcelle, sur sa localisation, sur le type de culture qu'il fait, quelle est sa zone de distribution. Toutes ces informations-là permettra, par exemple, à une structure de financement ou à une structure de crédit agricole ou d'assurance de pouvoir venir en aide à ce petit producteur-là. Donc, l'objectif pour nous, c'est d'abord de valoriser le travail du producteur en les accompagnant, en donnant de bonnes informations, en donnant de bonnes formations. Il y a aussi même des enquêtes qui sont menées sur ces parcelles-là. Là, tout à l'heure, comme M. Lalou le disait, nous, on travaille déjà avec des agronomes qui nous apportent leur expertise en termes de fiabilité du sol selon la culture qui est cultivée. Donc, pour nous, aujourd'hui, le monde paysan a un plus à gagner à travers notre solution parce qu'elle ne fait pas seulement la traçabilité de tout ce qui est approvisionnement des grandes structures, mais à la base, le premier travail au niveau de la solution commence déjà depuis le village, depuis le champ, depuis la mode, depuis la parcelle, pour accompagner le producteur, que ce soit dans la production, que ce soit dans la culture, que ce soit aussi même dans la commercialisation, jusqu'à l'exportation du produit agricole. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est facile pour un producteur de pouvoir mieux s'épanouir du point de vue social à travers FAMFOS. C'est facile pour un groupe de producteurs de pouvoir s'épanouir aussi à travers FAMFOS. C'est facile pour nous aussi aujourd'hui d'accompagner, par exemple, des groupements de femmes, il faut l'indiquer, des groupements de femmes comme au Burkina Faso qui sont dans le cajou. Alors, Monsieur Kwasi. Oui. Oui. Monsieur Kwasi. Oui. Monsieur Kwasi, je voudrais qu'on insiste, au-delà des petits producteurs, c'est important aussi de pouvoir insister sur votre apport, sur votre impact en ce qui concerne les PME et PMI du secteur. Hein? Oui, évidemment. Faut pas les oublier. Donc, évidemment, aujourd'hui, quand vous prenez par exemple tout ce qui est référence que vous avez cité, aujourd'hui, toutes les PME ou PMI qui utilisent notre solution fonctionnent mieux, ont doublé tout ce qui est rendement au niveau des exports et tout ce qui est achat au niveau des produits agricoles. Quand vous prenez Anatrans qui est au Burkina, aujourd'hui, on est en projet avec eux pour intégrer via la plateforme tout ce qui est crédit et assurance pour accompagner les producteurs qu'ils gèrent. Donc,
ce développement-là aujourd'hui n'est pas seulement pour les petits exploitants, mais aussi pour des grands groupes comme Cadil, comme Nestlé aujourd'hui qui utilisent la solution, ou comme Coïcé dans le domaine du coton, qui utilisent aussi la solution. Donc, cette solution-là, comme on l'a dit, elle gêne toute la chaîne d'approvisionnement depuis le bas champ jusqu'à l'export du produit agricole. Donc, tous les acteurs concernés, que ce soit même chez nous en Côte d'Ivoire, c'est vrai que le Maroc est un exemple, mais chez nous en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand même, les politiques ont emboîté ce pas-là. Aujourd'hui, un producteur de café cacao, il est identifié avec un numéro unique, il a un ID, on sait pertinemment où son champ se trouve, et on est encore en projet, surtout sur FAMFOS, pour pouvoir accompagner l'État à pouvoir mieux contrôler le secteur agricole, que ce soit au niveau du cacao, que ce soit au niveau du coton, que ce soit au niveau du cajou. Donc, pour dire aussi qu'en Côte d'Ivoire, les politiques… On pourrait donc parler d'un véritable… Voilà, aujourd'hui, les Oui. politiques… Voilà, On pourrait donc parler d'un véritable écosystème. Hein? Oui, évidemment. En Côte d'Ivoire, quand même, on est un peu mieux organisé. Kouassi? Oui, on est un peu mieux organisé en Côte d'Ivoire aujourd'hui en termes d'écosystème agricole, surtout comparativement aux pays voisins. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas encore au niveau du Maroc, mais quand même, il y a des choses qui se font de mieux actuellement en Côte d'Ivoire. Je confirme effectivement que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui également un exemple à suivre en la matière, avec une belle synergie collaborative qu'on peut observer aussi bien, en tout cas, qui implique tous les acteurs, que ce soit l'État, que ce soit les acteurs du secteur privé et également la paysannerie. Et c'est ce que vous arrivez à faire avec votre solution, donc Farm Force, depuis 2012. C'est bien ça? C'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Voilà, en tout cas, merci à vous, merci d'avoir été des nôtres pour cette pour ces belles interventions relatives à ce webinaire dédié donc à l'innovation agrodigitale appliquée donc à nos économies. Je vais vous laisser conclure, enfin une conclusion à votre niveau avant de passer donc à nos autres panélistes pour leur conclusion. Peut-être des dates, pouvez-vous partager quelques documents avec vous? Nous avons de nombreux internautes qui ont demandé à avoir de la documentation sur ce que vous faites. Voilà, donc rappelons également que ce webinaire sera disponible sur l'espace e-conférence, donc sur Facebook ainsi que sur YouTube, et vous pourrez bien entendu partager vos diverses informations donc, en dessous de ce forum. Alors, Monsieur Kouassi, quelques dates, peut-être une actualité à communiquer? Bon, aujourd'hui, nous, on essaie de s'étendre pas seulement dans l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'Afrique centrale aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi une conférence qui est prévue au Kenya, mais je n'ai pas la date exacte. Donc, on pourra aussi présenter FAMFOS en long et en large. Le Kenya qui a déjà adopté FAMFOS parce qu'on a un bureau là-bas qui a fait pas mal de déploiements pour des structures, que ce soit des groupements de coopératives ou des PMI, et qui l'utilisent. D'accord. Je vous remercie infiniment. Nous espérons également vous voir du côté du Burkina Faso où se passent de merveilleuses choses en matière agritech. Je voudrais maintenant donc m'adresser à Monsieur Fofé, Bertrand Fofé, du côté de Yaoundé au Cameroun. Un mot sur justement la construction de l'écosystème. Personnellement, je sais que vous travaillez déjà avec de nombreuses PME, vous travaillez également avec l'État camerounais qui accueillera dès que les conditions et la situation le permettront, donc le prochain Africa Agri Forum, voilà, cet excellent rendez-vous qui est dédié justement à l'avancée du secteur et pendant lequel on parlera encore et encore de ces innovations agrodigitales. Alors, cher Bertrand, du côté de Yaoundé, quelques dates peut-être, votre actualité ainsi que vos efforts en matière de plaidoyer pour plus de digitalisation du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique subsaharienne et notamment en Afrique centrale. Monsieur Bertrand Fofé. Oui, c'est bon, vous m'écoutez? Allô? Allô?
Vous me suivez ou pas? Bertrand, vous êtes en ligne. Nous vous écoutons. Ok, super, super. Donc, je Tu disais es en que… ligne, là. Ok, d'accord, super. Merci pour la question. Alors, ce que je voulais rapidement dire, c'est qu'au niveau du Cameroun, ce qu'on a fait pour essayer de renforcer un peu le réseau, c'est de constituer une espèce de… on a créé en fait une association des entreprises qui font dans l'agri-tech au niveau du Cameroun qui s'appelle Mwemba Tech. C'est donc en fait l'association des agri-tech en fait du Cameroun. Et c'est justement dans ce cadre que nous sommes en train de déployer un ensemble de plaidoyers auprès des politiques afin de pouvoir faciliter un certain nombre de choses. Parce que sur le terrain, définitivement, il y a des challenges qui sont adressés en fait par les startups et les entreprises, par les privés. Mais il y a bien entendu le volet de la législation et de l'intégration, la mutualisation des différents programmes qui constituent effectivement un des challenges qui en fait ne dépend pas des entreprises. Donc, du coup, c'est ce sur quoi on est en train de travailler sérieusement actuellement afin de permettre de pouvoir aussi faciliter l'accès en fait à notre plateforme et bon, je dis à nos plateformes, à toutes les plateformes de tous les acteurs de l'agri-tech auprès des jeunes. Parce que l'idée, c'est de permettre que le plus de jeunes, en fait, que l'agriculture devienne fun ou cool, en fait, pour qu'on ait le plus de jeunes qui se lancent dans le domaine et qui puissent justement couvrir les maillons de la chaîne. Donc, sur ce, je vais dire merci encore pour l'opportunité et puis c'est un plaisir de partager justement ce panel avec vous tous. Merci. Charlotte, Désolée. Je pense qu'il est réactivé maintenant. Merci infiniment, cher Bertrand, pour tes excellentes interventions, toujours aussi pertinentes. Voilà, nous restons ensemble et nous espérons en tout cas avoir une date précise très bientôt pour le Africa Agri Forum que nous attendons tous. Je vais maintenant me tourner vers M. Secker. Monsieur Secker, je voudrais vous poser une question donc en termes de conclusion quant à, espérons-le en tout cas, l'avènement des tracteurs low cost sur nos marchés. Est-ce que c'est pour demain, à votre avis? Quand est-ce qu'on pourra justement avoir des tracteurs très bon marché à destination justement de nos petits producteurs, de nos PME, PMI sectoriels également? Monsieur Secker, en termes de conclusion, pouvez-vous nous éclairer là-dessus? Bien sûr. Alors, effectivement, ce n'est pas un sujet qu'on a abordé jusqu'à présent et les solutions dont on a parlé un instant, que ce soit pour la mécanisation de la récolte ou alors pour des prototypes avec des tracteurs qui fonctionnent au biométhane. Bien évidemment, on est sur une technologie un peu plus avancée et on n'est pas sur des produits qui concernent tout le monde. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que en notre qualité on va dire de fabricant de machines agricoles, bien évidemment, on fait appel aux différentes technologies et notamment pour l'Afrique. La plupart de nos machines, de nos tracteurs, de ce que l'on fournit ici, justement, restent accessibles, restent basiques. On utilise des transmissions mécaniques et il y a très peu d'électronique. Actuellement, on a une crise au niveau de l'automobile mondiale où on parle de pénurie de composants électroniques. En anglais, on appelle ça des chips. Et il y a beaucoup justement de prévisions assez négatives sur des fermetures d'usines par manque de composants électroniques. Pour être très franc, on n'est pas du tout impacté par ça, justement pour nos produits qui sont destinés à l'Afrique, parce que New Holland, c'est un groupe qui fait plus de… Enfin, c'est une marque qui fait partie du groupe CNH. Nous faisons plus de 24 milliards de dollars de chiffre d'affaires et on a plus de 100 usines dans le monde sur l'ensemble des différents produits que l'on a, entre les tracteurs, les machines moissonneuses, mais on a aussi d'autres choses comme des camions, des camionnettes ou alors des engins de travaux publics. Et pour chaque marché, ou on va dire pour chaque sous-marché plutôt, nous avons des produits qui sont dédiés, c'est-à-dire que ce que nous vendons et ce que nous fournissons aux pays africains, que ce soit les tracteurs ou les moissonneuses-batteuses, ne seront pas les mêmes que les tracteurs et les moissonneuses-batteuses que nous allons fournir
en Amérique du Nord ou dans les pays, on va dire, d'Europe occidentale. Typiquement, et je pense que le Maroc est un bon exemple, on a une position de leader ici, on a un partenaire bien sûr qui est aussi historique, mais entre la subvention qui est proposée par le ministère, les facilités aussi de crédit qui sont mises en place par les partenaires avec lesquels on travaille sur chaque pays, on est aujourd'hui sur des tracteurs qui sont parfaitement accessibles et abordables. Au Sénégal, on a un partenariat avec la Banque agricole qui nous permet justement de soutenir et de financer l'acquisition de ces machines. On est en train de mettre en place des choses similaires aussi avec les ministères qui sont en place en Côte d'Ivoire, notamment avec le ministère de la promotion du riz, où on travaille sur des projets à part entière. En Tunisie, il y a aussi l'État qui prend en charge une partie de subventions. Et quand vous mettez ça bout à bout, on est clairement sur des machines qui sont originaires, on va dire, de pays soit asiatiques. Donc, on a une usine en Inde, comme beaucoup de nos concurrents. Donc, on a la possibilité de proposer des produits qui sont à des prix accessibles. Et le Maroc est un pays, parce que je suis ici aussi, qui est un pays important pour nous. Vous avez globalement un exploitant moyen peut, en payant entre 20 et 30% d'acompte à l'achat pour son tracteur et une facilité de crédit qui s'étale en général sur 3 à 4 ans, financer largement son tracteur. Donc, aujourd'hui, je reste assez, comment dirais-je, confiant dans la capacité à avoir des tracteurs accessibles pour beaucoup de pays en Afrique. Et c'est aussi grâce à ça que je n'ai pas trop de problème à dire qu'on est leader sur la partie tracteur et matos sur l'ensemble de l'Afrique et du Moyen-Orient. C'est qu'on arrive à avoir des solutions qui sont bonnes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Notre plus petit tracteur est à une puissance de 20 chevaux. Le plus gros, c'est 600 chevaux. Et évidemment, on n'est pas sur les mêmes de prix. Donc, on arrive à se positionner, je pense, pour chaque culture, on arrive à avoir un tracteur dédié. Donc, voilà, je veux rassurer tout le monde, c'est parfaitement possible et accessible. Voilà. Merci infiniment, M. Secker. Merci à vous. Ce fut un plaisir d'être parmi vous pour évoquer justement l'urgence donc de la construction de cet écosystème à travers l'innovation donc digitale. Voilà pour le secteur agricole et agroalimentaire en Afrique, disons-le. Merci également à vous, Monsieur Lalou. Vous avez été la voix de l'institutionnel aujourd'hui et nous avons appris énormément avec vous. Donc, en ce qui concerne la stratégie ô combien magnifique donc, du Royaume du Maroc en matière agritech. Bravo à vous et merci d'être justement le pionnier que vous êtes pour l'Afrique subsaharienne. Merci également à notre ami, donc M. Théophile Kouassi, depuis Abidjan en Côte d'Ivoire avec sa solution innovante, donc l'application Farm Force, voilà, qui aujourd'hui permet de bâtir un écosystème dans lequel on trouve à la fois les agro-industriels, mais aussi et surtout les petits producteurs, un écosystème qui permet justement donc de créer de la richesse sur l'ensemble des chaînes de valeur. Merci à vous également du côté de Yaoundé, Monsieur Bertrand Fofé, avec donc votre excellent moteur de recherche, donc Djangolo.cm, qui permet aujourd'hui aux acteurs sectoriels du côté de l'Afrique centrale de se former, de commercialiser, de s'informer également. L'information qui constitue le nerf de la guerre, parce que comme le disait Malcolm X, avant de demander à des peuples d'agir, il faut leur donner cette information et c'est ce à quoi justement s'attellent les conférences, du moins les webinaires e-conférences, donc donner cette information pour favoriser un passage à l'action beaucoup plus efficace, pour favoriser également une vulgarisation des solutions agro-digitales un peu partout en Afrique, pour favoriser cette coopération sud-sud qui nous permettra non seulement de bâtir cette Afrique et de lui redonner ses lettres de noblesse en matière de sécurité alimentaire, mais également de représenter une solution alternative pour la donne alimentaire mondiale. Et ça passe aussi justement par l'innovation. Voilà, ce thème-là qui nous
qui nous rassemblait aujourd'hui. Donc, merci à tous. Je vais demander à notre chère interlocutrice de reprendre la parole pour les conférences. Je ne sais pas laquelle nous avons aujourd'hui, en fait. Merci à tous. J'ai été ravie d'être parmi vous depuis le Burkina Faso, à 45 degrés à l'ombre quand même. Mais c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Charlotte. Bonjour à vous, Ida. Pour ta modération, je remercie les chers panélistes pour la qualité des débats et des échanges. Je remercie également tous les participants de nous avoir suivis et d'avoir participé activement à travers le volet questions-réponses. Et enfin, je remercie nos partenaires qui nous accompagnent tout au long de cette série de webconférences Africa Agri Forum Live. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition qui portera sur la Smart Irrigation. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir, à très bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir, monsieur Flo. Au revoir, Ouda. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.